N'oubliez pas, on dira de vous que vous avez été chanceux. Eh oui, on dira que vous avez eu du bol. Il y a un mois, j'ai eu un auditeur au téléphone, Jordan, Jordan c'est vous dont je parle, qui me dit: Lionel, je voudrais savoir si vous vendez le tableau qui est derrière vous. Quoi? Le tableau qui est derrière vous, dans la vidéo qui s'appelle Bitcoin peut-il sauver le monde? Ah, oui, est à vendre. Je peux vous demander combien, Lionel? Oui, bien sûr, un Bitcoin. Et là, Jordan, il n'a pas su quoi répondre. À part plaisanter, vous êtes sérieux? Et moi, oui, je suis sérieux. Et non, je plaisante pas. Et de fil en aiguille, Jordan me dit: Lionel, ça serait intéressant que vous nous expliquiez ça sur votre chaîne, avec vos mots. Vous savez, l'éducation financière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on débute ensemble une nouvelle série de vidéos qui nous concerne tous, à savoir comment fonctionne l'argent. La plupart des gens utilisent l'argent au quotidien, mais ne savent pas comment fonctionne l'argent. Donc on va parler ici d'éducation financière, de stratégie d'investissement et de gains. Et ce qui différencie cette vidéo, cette série de vidéos des autres, c'est avant tout mon approche. Je suis pas conseiller financier, j'ai aucune ambition là-dessus. Et je suis juste un type derrière un écran que je dois changer d'ailleurs, qui a acheté quelques bons bouquins, qui s'est beaucoup documenté, qui a rencontré les bonnes personnes. D'ailleurs, l'une d'elles va bientôt intervenir sur cette chaîne. Et en réalité, j'ai surtout beaucoup galéré. Du coup, je vends rien, pas de formation courant d'air, mais j'ai mis des liens d'affiliation dans le descriptif de la vidéo si vous voulez m'aider, et surtout au cas où vous décidiez à poursuivre. La seule chose que je peux vous dire, c'est de ne pas acheter de Bitcoin sans bien comprendre la suite de cette vidéo, et de ne pas chercher le profit trop rapide. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. La plupart des gens le savent, mais ne comprennent pas ça. Et pourtant, si seulement, je vous garantis que ça changerait votre vie, et de manière irréversible. Je vous détaillerai cela dans les prochaines semaines. En tout cas, si le sujet vous intéresse, cliquez pour vous inscrire, mettez les notifications, likez et commentez la vidéo, ça aide à pousser la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et je réponds de toute façon à tous les commentaires. Soyez juste sympa de bien rédiger vos questions pour que ça soit lisible facilement. Comme tout ce que j'entreprends, qui se base sur l'expérience, le vécu, et donc par conséquent les galères. Des galères que je veux vous éviter et qui vont aussi vous amener à réfléchir. Comme c'est un sujet encore nouveau, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui prétendent en tout cas tout savoir, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe. On aborde un sujet plutôt complexe. En tout cas, je favorise toujours la raison face à l'émotion. La raison face à l'émotion. Nous sommes fin 2024. Trump vient d'être élu. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la tendance des recherches sur le terme Bitcoin. Et au moment où je publie cette vidéo, le Bitcoin frôle les... Laissez-moi vous dire ça. Il frôle... Ah bah oui, quand même. Il est à 85 000, il est pratiquement à 85 000 $. Et mon sentiment, ma conviction, est qu'un nouveau système monétaire, disons inflationniste versus déflationniste, va nous faire passer d'un système de monnaie fiduciaire, qu'on appelle les fiat, à un système, les monnaies d'État, à un système basé sur le Bitcoin. Ou, du moins, à un système où le Bitcoin sera très présent. Et l'élection de Trump va accentuer cela. Parce que dans notre économie, si on réfléchit logiquement, en théorie, normalement, j'ai envie de dire, les prix des biens devraient baisser constamment. Simplement parce que les techniques de fabrication évoluent, elles sont optimisées, toujours de plus en plus efficaces, et les volumes sur les marchés entraînent une baisse des prix. Sauf que dans la réalité, la hausse des prix est maintenue de manière artificielle. Pour générer plus de profit, ça peut se comprendre. Maintenir le système à flot, ouais, mais en fait c'est nous qui payons. C'est vous, c'est moi, c'est le client, c'est le consommateur. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne remarquent aucun changement, ou très peu, sauf quand il y a une hausse brutale, comme juste après la pandémie. Et en fait, on agit toujours de la même façon, de manière presque toujours identique. On agit simplement, de façon inconsciente, à la hausse des prix. Sauf que cet effet s'accumule
collectivement. Par exemple, qui d'entre nous note l'augmentation du prix du paquet de pâtes tous les ans et le compare d'une année sur l'autre sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années? Et la dernière fois que j'avais vu une hausse brutale et constante, c'est quand Israël, en dehors de la pandémie, donc c'est quand Israël avait adhéré à l'OCDE, et alors graduellement, sans raison, les prix avaient augmenté, mais pas les salaires. Et la fois précédente, j'étais encore en France, c'est le passage à l'euro, donc le 1er janvier 2000. J'étais en France, on nous avait garanti que les prix avaient été gelés 6 mois avant le 1er janvier et qu'ils seraient gelés les 6 mois suivants. Je venais de me marier, nous n'étions que deux, je faisais les courses, et je savais à 10 francs près combien nous dépensions par semaine en nourriture. 500 francs. Et en une semaine, donc après le passage à l'euro, on est passé à 100 euros. Sauf que 100 euros, c'est pas 500 francs. 100 euros, c'est 660 francs. C'était les mêmes produits, le même supermarché. Et les prix étaient gelés. Hein. Et personne n'a rien dit. Ah si, c'est pas une blague. Les seuls qui ont vraiment râlé sont les mendiants dans la rue. Eux, ils sont passés de la pièce de 10 francs à la pièce de 1 euro, soit 6,60 €. Bref, c'était quelques exemples. C'est une fois la pandémie, une fois l'augmentation, une crise au Moyen-Orient, une autre fois euh, le climat, peu importe. Cet artifice économique fonctionne plutôt bien, déjà parce qu'on n'a pas vraiment le choix, et parce qu'on a ce système-là. En réalité, on n'a pas vraiment d'alternative. Et quand vous avez la possibilité de faire des économies, ben ça marche pas non plus. Et pour une raison toute simple, c'est que votre argent se dévalorise. Il a de moins en moins de valeur. Et une augmentation de salaire ne fait que vous maintenir à flot, ou juste en dessous. Et vous connaissez l'expression l'argent qui dort? En réalité, l'argent ne dort pas. Il meurt. Et une des solutions pour contrer cela, c'est de sortir du système bancaire. La bourse, par exemple, et les cryptos. Et notamment, dans les cryptos, il y en a une qui sort du lot, le king, on va dire, le Bitcoin. Et je vous donne un exemple. Si au lieu de placer vos économies sur un livret A, si au contraire, vous aviez, ou si chaque personne pense que son compte d'épargne aura plus de valeur demain en épargnant en Bitcoin, en fait, cela transforme profondément le système monétaire. Prenons un exemple. Il y a un an, on va dire que vous avez acheté 1 000 € en Bitcoin. Aujourd'hui, vous auriez 2 270 €. Vous comprenez? Pourquoi ça fonctionne? Parce que Bitcoin n'est pas dans le système bancaire. Et il fonctionne pour le moment comme une puissante alternative. Il n'est pas contrôlé par un État, il n'est pas contrôlé, il n'appartient pas à une société, il n'appartient pas à une personne, mais c'est un algorithme ouvert, une formule mathématique qu'on ne peut pas modifier. Et sa quantité est limitée, 21 millions. C'est le marché qui fait son prix, c'est le ratio entre l'offre et la demande. Sa rareté, fixe, 21 millions, fait la différence. Même l'or ne propose pas ça. Demain, on peut trouver des mines gigantesques d'or. Et puis encore moins le diamant. Le diamant, c'est vraiment la plus grande entourloupe que je connaisse. Et pourtant, on ne refuse rien à madame. Alors, le Bitcoin, c'est pas parfait. Loin de là. C'est encore jeune, ça date de 2009. Mais le ou les créateurs, qu'on ne connaît pas, ont examiné le système financier à la loupe et ils ont tranché net à la racine, avec toutes les implications qui suivent. Maintenant, comparez ça à une monnaie étatique, une fiat, par exemple l'euro, où la quantité est déterminée, on ne sait pas vraiment comment, ni par qui, ni pour quelle raison. L'inflation actuelle, enfin c'est très flou on va dire, l'inflation actuelle, le coût de la vie, les prix qui flambent, c'est ça. On a imprimé en fait beaucoup trop de billets, notamment pendant la pandémie, et maintenant pour réguler l'économie, en fait tous ces billets, il faut que vous les dépensiez. Tout cet argent qui s'est déversé sur le marché, pour rééquilibrer l'économie, il faut que vous le dépensiez. Et du coup, le plus simple, c'est d'augmenter les produits à la caisse. Le logement, les crédits, le coût de la vie, quoi. Et ceux qui s'appauvrissent le plus vite, dans un cas comme ça, ce sont les classes moyennes. Le problème, c'est le fait que ce sont les classes moyennes qui font tourner l'économie du pays. Les gens qui bossent, en fait. Les pauvres,
Bah, en fait, ils intéressent vraiment, enfin, c'est pas péjoratif, mais ils intéressent personne en termes économiques. Et puis les riches, bah, ça fait longtemps qu'ils ont optimisé leur portefeuille, et c'est normal. Alors, autre chose concernant l'inflation, je sais pas si vous savez vraiment comment ça fonctionne, mais disons que si vous avez une inflation de 5% en année 1, 3% en année 2, et enfin, bonne nouvelle, 2% en année 3, donc on va vous dire bah, l'inflation baisse, donc dans votre tête vous vous dites bah, les prix vont baisser, mais en fait non. L'inflation totale aura été sur 3 ans de 5 plus 3 plus 2. Et vous dites bah, 10%. Les prix augmentent, mais plus lentement, c'est tout. Mais en fait, la première chose, en fait, la réalité, c'est qu'ils ne reviennent jamais à leur prix d'origine, déjà parce qu'on vous habitue à payer plus, et puis surtout le calcul de l'inflation cumulée sur ces 3 années, et je vais vous afficher la formule, ça va vous donner en fait, au bout de 3 ans, 10,31%. Donc, bref, pour revenir à tonton Bitcoin, si tout le monde fait ça, on appelle ça l'effet papillon. L'effet papillon, c'est un concept selon lequel une petite action, comme le battement d'aile d'un papillon, peut déclencher une série de petits changements progressifs, qui finissent par avoir de grandes conséquences dans le monde. En fait, c'est certaines décisions que vous prenez aujourd'hui, des petites décisions que vous prenez aujourd'hui, qui vont s'amplifier et influencer sur des systèmes beaucoup plus vastes et beaucoup plus complexes. Et je pense que ce changement subtil peut créer un changement important dans l'ensemble de la société. Et je suis convaincu que Bitcoin prendra le devant de la scène dans le domaine monétaire pour les 20 prochaines années. Et ça représente déjà une victoire, parce que ça nous donne du temps, et le temps c'est de l'argent, et cela représente aussi une certaine forme de liberté. Et puis, comme toute valeur, Bitcoin sera sans doute absorbé par le système financier, ça a déjà commencé en fait, mais il y a ceux qui en auront et ceux qui en auront pas. Le créateur de Bitcoin lui-même avait prédit que le Bitcoin pourrait simplement donner un avantage aux individus dans leur lutte pour la liberté. Bitcoin a un énorme potentiel. Celui d'une valeur, je ne vais pas dire une monnaie, quoique, mais une valeur qui survit aux cycles sociaux. Mais ça dépend de nous pour lui offrir une couverture de tir et lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Nous pourrons revenir sur cette période et réaliser que nous avons participé à quelque chose d'important. C'est à nous de savourer le moment, parce qu'encore une fois, nous sommes très très tôt. Voilà, on clôture ce premier chapitre sur l'éducation financière. Et comme à mon habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et que Dieu vous bénisse.